Catherine qui nous dit donc je souffre très souvent de boutons de fièvre quand je stresse sous soleil ou quand je suis fatiguée. Alors quelles sont les solutions vraiment efficaces? Qu'en général on le sent quand un bouton de fièvre va arriver, ça picote, ça gratte, ça chauffe la lèvre. Moi je lève le tabou tout de suite, j'en ai à peu près une fois par an, donc ça m'intéressait bien de préparer cette chronique aussi. C'est ça, parce que pour c'est pas une moi. maladie honteuse. Souvent on est un peu gêné. Oui. Ah, j'ai un bouton de fièvre, je suis désolé. Mais en fait, vous n'allez pas être désolé. Hein, Exactement. Tant qu'on fait pas de bisous à droite à gauche, on n'a pas à être C'est la suite de la désolé. chronique. Mais c'est vrai que quand on entend, vous l'avez peut-être aussi entendu sous un autre nom, l'herpès labial, et c'est là tout de suite qu'on en a un peu plus peur. Ce qui se passe, c'est que souvent on peut contracter donc ce virus dans l'enfance, et là celui dont on parle, c'est le type 1 qu'on va voir ici, voilà, et qui donne le bouton de fièvre sur la lèvre, parce qu'il y a aussi un herpès de type 2, et là ça provoque plutôt l'herpès génital. Au moment où on le contracte, donc souvent dans l'enfance, on peut avoir un moment une inflammation importante dans la bouche, de la fièvre, mais parfois ça passe aussi inaperçu et on serait quand même 9 sur 10 à avoir ce virus en nous, la plupart du temps sans symptômes. Donc on serait 90% à être porteur du virus. Le virus est endormi en quelque sorte, mais il arrive qu'il se réactive, qu'il se réveille. Exactement, et les facteurs dont a parlé notre téléspectatrice sont très souvent en cause, donc la fatigue, le stress, le rhume, la période des règles également, voire donc l'exposition au soleil et un coup de soleil sur la lèvre. Et bien tout cela, ça peut réactiver le bouton de fièvre plus ou moins souvent. Alors comme je le disais, au début, ça picote, on sent une petite brûlure. Et puis après apparaît un petit bouquet de vésicules qu'on va voir ici donc en photo. C'est comme de toutes petites ampoules sur votre lèvre. Puis au bout de quelques jours, ça se transforme en croûte et en général, on est gêné pendant au moins une semaine. Et attention, l'herpès labial est donc très contagieux. C'est pour ça qu'on vous recommande vraiment de ne pas essayer de le percer, de ne pas le toucher, puis ensuite de se toucher une autre zone, surtout les yeux, puisque là, ça pourrait vous donner un herpès ophtalmique. Et là, c'est beaucoup plus grave. Alors, en pharmacie, on trouve des traitements divers et variés et vous êtes allé faire un petit tour. Oui, exactement, parce que c'est vrai qu'on ne va pas consulter un médecin, ou en tout cas rarement pour donc un bouton de fièvre. Donc en général, c'est direction la pharmacie. Et là, vous avez tout un éventail de produits anti-bouton de fièvre, notamment ces petites crèmes qui contiennent un actif antiviral comme de l'aciclovir. Voilà, on en met sur le bouton de fièvre plusieurs fois par jour et de préférence dès que les petits symptômes dont j'ai parlé apparaissent. Et il y a autre chose qui marche assez bien, ce sont les patchs. Donc vous savez, il y en a pour les boutons, mais il y en a aussi pour les boutons de fièvre. Vous allez coller le patch sur votre lèvre et surtout, ça va vous éviter de le toucher, que ce soit avec votre langue ou avec vos doigts. Alors ce qu'il y a, c'est que selon les médecins, ça va diminuer un petit peu le temps du bouton de fièvre, mais ça ne va pas totalement régler le problème. Puis on voit aussi pas mal de recettes de grand-mère. Vous avez le citron, l'ail, le vinaigre de cidre, le miel, le bicarbonate. À chacun de voir ce qui marche. Et Charlotte, je vais vous demander s'il y a quelque chose de validé. Mais j'allais vous parler des huiles essentielles. Éventuellement, on peut essayer des huiles essentielles à activité antivirale, donc comme le Ravinsara ou le tea tree, l'arbre à thé. Vous la diluez dans un petit peu d'huile végétale, une huile d'amande, une huile d'olive, et vous appliquez dès les premiers symptômes. Quand vous connaissez ce que ça fait, essayez de faire ça et ça peut éviter que ça apparaisse et que ça sorte. Du côté de la prévention, vous avez quelques conseils à nous donner. Voilà, alors même si c'est difficile à éviter, on ne part pas défaitiste. Déjà, si le bouton de fièvre se réveille beaucoup au soleil, et aujourd'hui, il y a pas mal de sticks à lèvres avec de l'écran total dessus. Donc ça peut aider. On va éviter la fatigue et le stress au maximum. Bien hydrater ses lèvres aussi pour éviter les gerçures, puisque ça va fragiliser la zone. Et puis, si on a un baume à lèvres qu'on utilise pendant la poussée ou juste après, de préférence, on va en changer parce qu'il y a un petit risque. Pour finir, si on a 5-6 épisodes par an, on considère que c'est encore normal. Par contre, si c'est plus, si vous avez un bouton de fièvre qui s'étend, si ça ne cicatrise pas, là, il sera important de consulter, d'autant que le médecin pourra vous prescrire un traitement antiviral très efficace. Merci Rim de toutes ces précisions. On passe à notre dossier du jour. Vous êtes fatigué en permanence, vous avez pris ou perdu du poids sans raison apparente, vous êtes irritable, un peu stressé. Tiens, et si c'était la thyroïde? Vous savez, cette petite glande qui joue un rôle essentiel dans notre organisme. Alors on répond à toutes vos questions sur le sujet avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Laura Bessienne, endocrinologue à l'hôpital Cochin, c'est la PHP et c'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous envoyer encore toutes vos questions par SMS au 41 555. Docteur Laura Bessienne, est-ce que vous êtes en forme? Oui. Ça va? Parce qu'on a reçu une flopée de questions. D'accord. Je pense qu'on va vraiment vous solliciter. Je suis prête. Eh ben, Je vous suis êtes prête à y prête. répondre. Alors, quand on parle de problème de thyroïde, c'est quelque chose finalement d'assez fréquent et d'assez presque banal. On a tous quelqu'un dans l'entourage qui a un problème de thyroïde.
C'est très très fréquent effectivement et il y a aujourd'hui 3 millions de Français qui sont sous traitement substitutif pour la thyroïde, donc c'est vraiment quelque chose de presque banal. Ouais. Avec un profil particulier, on a souvent l'image que la thyroïde, ça concerne plutôt les femmes, ou est-ce que c'est une idée reçue? Non, c'est pas une idée reçue. Effectivement, ça concerne surtout les femmes. Pour l'hypothyroïdie, presque 10 fois plus les femmes que les hommes, et pour l'hyperthyroïdie, presque 5 fois plus les femmes que les hommes. 5 à 10 fois plus les femmes que les hommes. Alors, on va répondre à toutes vos questions, mais un brin d'anatomie, parce qu'on est quand même au MAC de la santé. On va vous rappeler le fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde, c'est une petite glande située à la base du cou, au niveau du cartilage, notamment la fameuse pomme d'Adam, et elle est protégée en principe et vous ne pouvez pas la sentir. Elle a une forme particulière, on dit en aile de papillon, puisqu'elle contient 2 lobes qui sont reliés au centre par ce qu'on appelle un isthme. Et cette thyroïde, elle est sous la dépendance notamment d'une glande dans le cerveau qui lui dit quand est-ce et comment elle doit fonctionner. Une fois que le cerveau stimule la glande thyroïdienne, elle va produire les fameuses hormones thyroïdiennes. Et la thyroïde, c'est en quelque sorte le thermostat de l'organisme et elle régule l'ensemble des fonctions. On va parler de la fréquence cardiaque, du tube digestif, des humeurs, de la peau. Et par conséquent, on comprend que les symptômes de thyroïde peuvent être divers et variés. On a Nancy qui nous dit qu'elle a eu des palpitations. Elle perd du poids, elle dort mal. Elle nous demande si ça peut venir de la thyroïde. Il faut se poser de la question dans ce cas-là, effectivement. En effet, un dosage de TSH, une prise de sang, permettrait de savoir si oui ou non elle a une hyperthyroïdie. Le diagnostic commence par ça, une prise de sang faite par le médecin généraliste. Tout à fait. À partir de quel âge il faudrait, est-ce que toutes les femmes notamment pourraient faire un dépistage pour savoir si elles sont en hypo ou en hyperthyroïdie? Alors aujourd'hui, on ne propose pas de dépistage systématique. En revanche, il y a un certain nombre de situations pour lesquelles on propose de faire une TSH, donc assez facilement. Chez les femmes qui ont un projet de grossesse notamment, dès qu'elles ont un antécédent familial de dysthyroïdie, on va leur proposer de faire une TSH. On avait cette question justement d'Émilie qui nous dit avec l'âge, elle a disparu la question, mais elle va revenir, est-ce qu'avec l'âge, il faut commencer à contrôler sa thyroïde, notamment après 60 ans? Est-ce qu'en 10 ans, qu'en vieillissant, la thyroïde marche moins bien ou pas spécialement? Normalement, c'est sur point d'appel clinique et c'est à l'appréciation du médecin généraliste. Mais en effet, l'hypothyroïdie concerne plutôt les femmes après 50 ans. Donc, à 60 ans, s'il y a des symptômes compatibles, fatigue, constipation, prise de poids modérée, frilosité, ça vaut le coup de faire une TSH. Oui. Ça, c'est les signes de l'hypothyroïdie, c'est ça? Absolument. On a une question de Marion qui demande si ça peut être héréditaire. Sa maman a des problèmes de thyroïde, sa tante a eu un cancer, elle nous demande si elle doit s'inquiéter de sa thyroïde. Alors, ce n'est pas héréditaire à proprement parler, mais par contre, en effet, il y a des terrains. Lorsqu'il y a des maladies auto-immunes dans la famille, on est plus sujet à faire une maladie auto-immune. Ce n'est pas transmissible de père en fils ou de mère en fille. Dans quelques instants, on a un reportage où la mère et la fille ont des problèmes de thyroïde et vous allez voir que les problèmes ne sont pas du tout les mêmes.